gens commençaient déjà à faire le déplacement de toute la France pour venir dans nos studios. Un club e-sport est souvent un outil de communication qui permet de faire grandir ça. Ça y est, mon micro. Et les bases sont posées du coup. Du coup, elle s'excuse, elle vous a fait un petit mot. On ne pourra pas trop expliquer plus sur ce que fait la SNCF, mais du coup, on va profiter du fait que Hugo a pu être parmi nous. Et Hugo représente dignement le club Mandatory. Et du coup, Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire concernant ce club, ce projet ? Qui es-tu ? Que fais-tu ? Présente-toi, je te laisse la parole. Parfait, merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, moi, je suis aujourd'hui directeur des partenariats et du sponsoring du club Mandatory, comme je l'affiche aujourd'hui, mais plus largement d'une structure qui s'appelle ZQSD Productions et qui est une agence qui produit énormément de contenu dans le milieu d'e-sport, gaming, etc. Une de nos activités, c'est ce fameux club e-sport qu'on a monté il y a maintenant presque 3 ans, en milieu 2022. L'idée du club Mandatory, c'est d'avoir une structure e-sport assez premium quand même, qui va permettre de rassembler une audience, de pouvoir jouer sur différents jeux. Nous, on joue sur les jeux Valorant et sur les jeux World of Warcraft, un peu particulier, mais il existe de l'e-sport sur World of Warcraft aussi. Et on a toute une structure de création de contenu autour de nos joueurs, autour de notre équipe, une image de marque assez forte. Et l'idée, c'est d'essayer de rassembler un maximum de passionnés comme nous, de fans, et d'essayer de gagner des compétitions, parce que c'est quand même le but du jeu aussi. Alors, la SNCF a aussi envie d'en gagner, et c'est plutôt intéressant tout ça. Un club e-sport, ça réunit donc des joueurs qui se réunissent pour participer à des compétitions de jeux vidéo. Tu le dis, on a besoin de travailler sur leur image. Quel peut être l'intérêt de partenaires, de positionnement d'une marque, que ce soit au travers de ses services ou de ses produits sur le secteur du e-sport ? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter ? Comment est-ce que tu positionnes ton club ? Tu dis que tu travailles le contenu de tes joueurs. Quelle est la logique de fonctionnement qui va avec ? Quels sont les arguments quelque part que tu apportes aux marques pour les faire adhérer au programme ? Tout l'enjeu, pour le coup, on n'a rien inventé. Si on appelle ça e-sport, c'est pas pour rien. C'est que aujourd'hui, ça se voit beaucoup dans le milieu du sport où chaque club essaye de développer son image à une certaine audience, parfois dépendamment des résultats, parfois totalement indépendamment. Et c'est un peu la même chose pour nous, c'est-à-dire qu'on a cet enjeu de rassembler le plus de fans possible. Ces fans qui nous suivent, qui se déplacent sur les événements, qui nous félicitent sur les réseaux sociaux, nous suivent sur Twitch. Tous les matchs aujourd'hui sont diffusés sur Twitch, commentés, et on peut interagir dans les chats, etc. Et tous ces gens-là font une certaine communauté qu'on essaye de faire grandir à chaque ligue, à chaque nouvelle année. Et cette audience se monétise en quelque sorte. Il y a aussi ce côté de profiter de l'engagement de nos fans et d'essayer de la monétiser grâce au sponsoring avec nos partenaires. Et à partir de ce moment-là, tout est possible, dans le sens où on a vu avec la vidéo de la SNCF qu'il y a des enjeux, par exemple, de marque employeur, d'animation de ses collaborateurs, etc. Nous, pour vous donner un exemple très précis, aujourd'hui, Flunch est partenaire principal du club. Le but de Flunch, c'est de rajeunir son image, rajeunir sa marque. Des restaurants qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui sont en cours de modernisation. Et l'idée avec Mandatory, c'était de servir un peu de l'effervescence qu'on avait pour driver du monde dans les restaurants. On fait des viewing parties dans les flunch. Alors c'est un peu spécifique, mais les gens viennent au flunch. On est 70, 80, on mange un bon plat flunch. On peut mélanger les frites avec les haricots verts, c'est génial. Et les gens viennent regarder les matchs. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir une petite caméra ou deux dans les différents flunch. Et on fait un multiplex. On a notre commentateur à Montpellier et quelqu'un à Rennes, quelqu'un à Toulouse. Et on essaye de regarder les gens, on leur demande de lever les bras quand les matchs commencent, etc. Et il y a un vrai pouvoir de communauté que nous, on possède et qu'on essaye de déplacer chez notre partenaire. Ça, c'est un autre exemple, mais il y en a plein d'autres. On peut avoir des partenaires qui ont des envies de tout simplement faire la promotion de leurs produits. Si on pense aux partenaires informatiques qui ont des claviers, des souris, des écrans, il y a un intérêt très direct pour eux d'avoir des joueurs professionnels qui utilisent leur matériel.
On en parlait du contenu, donc nous on va créer tout le contenu autour, on va faire des publicités, des choses comme ça. Et tout ça va permettre d'avoir une certaine caution. Les joueurs professionnels utilisent mon matériel, donc vous aussi, n'hésitez pas. Et voilà, des exemples, il y en a énormément. On peut imaginer de l'animation interne, on peut imaginer des contenus croisés. C'est autant de choses qu'on met à disposition et qu'on produit pour nos partenaires. Ça aussi, c'est important, c'est qu'au-delà des idées, on est capable de les mettre en œuvre puisqu'on a tout internalisé finalement et tout est déjà disponible pour créer notre propre contenu. Donc on peut le faire aussi pour nos partenaires. Ok. Donc en fait, tu as des partenaires qui te suivent pour développer leur image au travers de leurs clients finaux, d'autres qui vont vouloir amplifier le côté ambassadeur que peut avoir ton équipe sur leurs produits. Est-ce que le club a aussi des partenaires qui vont chercher à développer leur image de marque en interne, leur marque employeur, de façon à avoir plus de capacité à recruter, à motiver des talents? Et d'ailleurs, on en parlera peut-être aussi un peu de ces talents, quels sont les talents que tu recherches après autres. Mais déjà, voilà, cette marque employeur, vous accompagnez au développement, comment ça se passe, quels sont les partenaires? Et après, est-ce que tu as aussi quelques exemples de partenaires à nous citer qui t'accompagnent sur le projet? Complètement, en fait, pour bien comprendre la façon dont ça se passe, c'est que généralement, la première discussion qu'on peut avoir avec un partenaire potentiel, ça va être la question des objectifs. Et certains ont cette vision-là de se dire, moi j'ai envie de soutenir déjà un projet dynamique, mais j'ai envie aussi de m'en servir comme une sorte de carte de visite pour faire passer le message que je m'intéresse au gaming, je m'intéresse à l'e-sport. Aujourd'hui, la cible qu'on peut toucher via ces créneaux-là, c'est de 16 à 35 ans. Ça va dépendre des créateurs de contenu, des profils, etc. Mais c'est quand même assez difficile de les toucher autrement que par les réseaux sociaux et par toutes ces nouvelles plateformes, etc. Et le principe de la marque employeur va être parfois très direct. On l'a vu avec la SNCF. Parfois, on peut, dans le cadre d'un partenariat, créer ou co-créer des compétitions au-delà du sponsoring et de la visibilité de marque, créer des dispositifs qui vont animer les collaborateurs, etc. On peut aussi avoir des personnes qui s'en servent de manière plutôt indirecte et qui vont énormément communiquer sur le partenariat, notamment sur LinkedIn ou des choses comme ça, pour justement montrer le dynamisme, montrer qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'eux en font partie, qu'ils en sont acteurs. Et voilà, après, c'est plus difficile à traquer, mais il suffit qu'en entretien d'embauche, quelqu'un leur dise moi, j'ai découvert votre marque et vos offres d'emploi parce que vous étiez partenaire de X ou Y. Et ça leur plaît beaucoup. Alors, j'ai malheureusement pas de partenaire aujourd'hui sur Mandatory, pour le moment en tout cas, sur cette partie marque employeur, mais j'ai d'autres exemples sur d'autres événements qu'on organise, où ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on travaille avec Soprasteria, par exemple, qui a une approche justement très marque employeur. Il y a une logique de visibilité, bien entendu, il y a une logique de présence à l'esprit aussi de la marque. Quand on est une ESN, parfois c'est un peu compliqué de faire comprendre qui on est, ce qu'on fait, mais la grande majorité du dispositif est d'aller à la rencontre des gens sur les événements, d'avoir des stands, d'attirer via des animations pour ensuite discuter. Et la quasi-totalité des messages qu'on passe sur nos réseaux sociaux, sur nos dispositifs, vont être liés au fait que Soprasteria recrute sur un panel de métiers très différents, et on essaye de l'expliquer quand on peut prendre la parole, etc. Donc il y a vraiment un enjeu aussi pour ces marques-là de pas forcément vendre quelque chose directement à notre audience. Certains, c'est leur objectif. Là, l'idée, c'est plutôt de se faire connaître et surtout de faire connaître les offres de recrutement, ouais, clairement. Super intéressant, merci beaucoup. Je pense effectivement que pour avoir échangé un petit peu avec la SNCF, typiquement de leur côté, c'est vraiment un axe fort. Le club est développé dans cette dynamique de notoriété et d'image de marque. Les grands groupes sont plutôt à la recherche de ça. Donc on peut vraiment voir que énormément d'entreprises, au travers de besoins très différents, peuvent aller chercher le secteur de l'e-sport et peuvent se positionner dessus. Les clubs se développent de plus en plus. On a de très beaux clubs français qui sont en train de faire des belles performances au niveau national et international. Tout ça, ça grandit, ça se structure, ça amène des nouvelles opportunités. C'est un marché qui est en plein essor, on en discutait un petit peu en aparté avant, a quand même un petit peu subi le Covid, il faut être honnête. C'est vrai que initialement, quand le Covid est arrivé, je pense que, en tout cas, moi je le vois de mon côté, ayant la casquette de CEO d'NTWU, on est venu beaucoup nous voir pour nous dire c'est génial, en e-sport vous allez vous éclater, vous êtes tellement habitués à fonctionner online que le Covid vous fera rien.
Alors, bon, je démentis ça de suite. Le Covid nous a fait vraiment mal dans ce secteur, soyons très honnêtes, et surtout pour ceux qui organisaient des événements. L'e-sport est un outil qui est très fédérateur et au sens humain du terme. Il cherche à rassembler les gens. Moi, j'aimais bien dire, on en parlait beaucoup à l'époque quand on avait notre association, on montait une boîte, que les rassemblements de joueurs, ces fameuses LAN parties, ces festivals du gaming, cassaient un petit peu le cadre solitaire et anonyme d'Internet. Il faut voir qu'il y a 20 ans, on jouait tous chacun devant notre PC et on jouait souvent contre notre PC. Ça fait maintenant quelques années que la fibre a envahi l'intégralité des foyers, et presque, on y est presque, mais tant mieux. Et on joue de plus en plus en ligne contre d'autres joueurs, on avait ce besoin de se rassembler. Ces clubs-là franchissent d'autres étapes. Tu m'en parlais un peu avant. Mandatory, c'est un club qui a commencé, il faudrait que tu nous racontes un peu l'histoire, mais pour un petit spoiler alert, ça commence avec le Covid. C'est une façon que vous avez de pivoter et de vous repositionner dessus. Et puis, ça pousse en ligne. Et puis maintenant, ça s'installe en Occitanie et ça rassemble ses troupes. Et ça aussi, c'est sacrément impressionnant, quoi. Bah, c'est effectivement une des grosses différences de notre milieu par rapport au milieu sportif, c'est que tout l'écosystème sportif est relié à deux choses. La première, c'est des lieux, des stades dans lesquels les gens peuvent se rassembler pour voir les différents matchs, parfois à l'extérieur, parfois à domicile. La deuxième, c'est toute la question des droits de diffusion qui sont généralement achetés par une chaîne de télévision ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est simple, si on veut voir du rugby, c'est sur Canal, si on veut voir du foot, c'est sur telle ou telle chaîne. Nous, tout ça, ça n'existe pas. On est obligé de tout construire, donc on a une approche très basée sur le contenu pour justement fédérer les personnes, etc. Donc on a besoin d'être beaucoup plus en avance sur le community management de notre équipe, sur la marque, sur l'écosystème, la communication, l'image de nos joueurs et compagnie. Et on doit se créer les opportunités aussi pour rassembler nos fans. Si on veut faire en sorte qu'il y ait une effervescence, si on veut avoir des jolies images aussi, c'est effectivement, je rejoins Nicolas sur le fait qu'aujourd'hui on peut regarder nos matchs chacun depuis chez nous, mais c'est difficile d'avoir des images avec des supporters, 100, 200 qui ont le maillot, etc. Donc il faut ces rassemblements. Et nous, on a eu plusieurs options. On a commencé avec un site internet qui crée des guides sur les différents jeux sur lesquels on officie aujourd'hui et qui est devenu un média un peu gaming qui nous permet d'avoir une communauté et une audience. Puis on a lancé notre club. On a d'abord commencé en faisant quasiment que du contenu online, etc. Il faut savoir que tous nos matchs sont commentés par un de nos ambassadeurs qui est aussi propriétaire du club, qui s'appelle Zerator, que certains peut-être connaissent. Donc ça, c'est la première brique. Dès qu'on a eu l'occasion, on a essayé de créer des formats qu'on a appelés Hammer Time, qui sont sur la thématique de notre marteau, qui est notre symbole. Et l'idée, c'était d'avoir une soirée en studio avec nos joueurs, avec Zerator, avec des invités, et de pouvoir proposer un contenu où tout le monde est au même endroit et avec un petit peu de public, 100, 200, 300 personnes. Et les gens commençaient déjà à faire le déplacement de toute la France pour venir dans nos studios qui étaient lyonnais à l'époque. Et là, maintenant, on passe à une troisième phase où on a eu le partenariat avec Flunch, où la pierre angulaire, c'était justement de se dire, au-delà de la visibilité du contenu, comment on peut déplacer notre communauté au sein des Flunch. Et c'est là où, quand on a fait la première viewing party en avril de cette année, qu'on s'est rendu compte que c'était réel, que les gens de 4 coins de la France étaient capables de faire 200 ou 300 km pour aller dans un Flunch, ce qui paraît un peu bizarre, mais pour se réunir. C'est surtout ça l'important, c'est de se réunir. Et après, voilà, nous, on a des plans, hein, on aimerait pouvoir nous aussi avoir des matchs qui réunissent plusieurs milliers de personnes, etc. On l'a fait sur d'autres événements, donc c'est forcément dans notre roadmap. Mais il y a aussi d'autres clubs en France qui le font déjà très très bien. Et aujourd'hui, le pouvoir communautaire des clubs peut se rapprocher un peu du phénomène des ultras ou des supporters de sport un peu traditionnels. C'est quelque chose qu'on essaye de cultiver pour que justement on puisse casser un peu cette frontière de... On n'est pas juste des joueurs de jeux vidéo chez nous, on aime aussi se réunir pour partager cette passion. Et ça, c'est quelque chose de très, très important.
On est bien d'accord, et c'est vrai qu'on a dans ce secteur énormément de copains qui font des choses plutôt sympas, c'est assez bluffant. On a plein d'anecdotes qu'on va vous raconter au fur et à mesure, on a encore pas mal de choses à vous dire sur le sujet, mais c'est vrai, j'en profite en petit aparté. N'hésitez pas, si dans la salle certains ont des questions, manifestez-vous, et puis n'hésitez pas à nous interrompre au fur et à mesure, parce qu'on essaye de brosser plusieurs sujets en même temps, donc profitez-en. En parlant de ces fameux copains qui organisent pas mal de choses, c'est vrai que l'e-sport, ça peut être assez surprenant comme ça. J'ai bien envie de rebondir sur l'histoire de la Carmine qui, suite à l'événement que vous réalisez sur l'accord Hotel Arena, vont positionner un match sur lequel ils vont être seuls dans la salle en affrontant une équipe online. C'est quand même impressionnant, quoi. On aurait du mal de s'imaginer qu'on va aller voir, je sais pas quoi. Allez, prenons un exemple au hasard, le Stade Toulousain contre l'USAP, et puis qu'en fait, il y en a un qui joue dans le club et l'autre joue en ligne. En fait, ça paraît être impossible dans le sport, c'est pas possible, mais en fait, dans le jeu vidéo, on peut voir ce genre de délire. Et ce qui est fou, c'est que c'est deux clubs qui ont un niveau de fréquentation de leur stade relativement proche. Je ne parle pas d'un positionnement dans le classement du top 14, mais en termes de fréquentation du stade, on se débrouille, on se défend, l'USAP. Et ce qui est fou, c'est de se dire qu'un public complet peut remplir une arène alors qu'on a une seule équipe présente sur place et que l'autre équipe reste online. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que ça te donne comme idée? Comment tu vois ça? Est-ce que ton club se déplacera systématiquement ou est-ce qu'il en affronte d'autres online et quand il fait ça, comment réagit votre public et vos partenaires? C'est clairement un des enjeux où, comme je l'expliquais, quand on a un stade, quand on est un club sportif, l'intégralité ou quasi l'intégralité de notre stratégie est d'avoir un maximum de personnes dans notre stade. C'est aussi notre modèle économique. Nous, c'est plutôt un bonus dans le sens où on pourrait fonctionner uniquement online. C'est d'ailleurs le cas d'un bon 90% des équipes e-sport. Mais celles qui passent le cap justement de réunir les fans, de pouvoir les faire se déplacer, de pouvoir dire là, il y a un événement à l'autre bout de la France, et ben, je vais louer un bus et je vais emmener mes supporters. Ça, c'est des choses qu'on commence à voir et qui font vraiment la valeur d'un club d'un point de vue engagement. J'en parlais un peu tout à l'heure en introduction. Le seul levier d'un point de vue business du club qu'on peut vendre, c'est notre engagement. C'est qu'aujourd'hui, si vous faites des stats incroyables et que vous avez de la chance et que sur un match, vous faites une audience démentielle, s'il n'y a pas une stratégie derrière pour garder les fans et les capter, vos partenaires ne vont pas être intéressés. Donc, plus on est capable de prouver ça et plus on l'encourage, donc c'est une vraie stratégie de notre côté, c'est que il faut donner les moyens à ces supporters. Si on a des supporters qui sont un peu plus engagés que d'autres, ils ont un lien direct avec nous, on peut les aider à organiser des choses, on peut les aider à accéder à des ressources, on peut les aider à accéder aux joueurs. Ça aussi, c'est des choses qui sont assez peu normalisées, je dirais, dans le milieu du sport, où nous, c'est aussi notre approche chez Mandatory, c'est qu'on a toujours eu une approche sur tous nos événements la plus ouverte possible. Donc aujourd'hui, si on veut parler au capitaine de l'équipe, c'est facile, il est accessible. Et voilà, on essaye de maximiser cet engagement. On a réussi effectivement, nous, à avoir quelques centaines de fans dans les différents événements à chaque fois où on est allé il y a déjà quelques mois. Maintenant, on est dans cette phase de réflexion, plutôt 2024, je pense, à essayer de trouver des prétextes pour gérer des matchs et créer des matchs avec une vraie ambiance. Est-ce que ça se fait avec juste une salle et on joue online notre match, comme ça a été fait par le passé? Ou est-ce qu'on essaye plutôt de s'arranger avec une autre équipe de nos ligues et de faire en sorte que les deux équipes jouent au même endroit et qu'on joue volontairement sur la rivalité entre les équipes? Ça, c'est quelque chose qui est assez puissant en termes d'engagement. C'est qu'on est encore dans une phase où tout le monde, dans la majorité en tout cas, essaye de tous se porter vers le haut, puisqu'on a tous un enjeu de faire en sorte que cette scène grandisse. Et du coup, on peut assez facilement réunir dans une même salle 4 ou 5 groupes de supporters d'équipes différentes. Et il y aura un respect entre les équipes. Ça va même justement un jeu, qui va crier le plus fort, qui va être le plus grand supporter dans la salle. Et ça, c'est des choses qu'on peut co-créer avec des équipes qui sont parfois concurrentes, mais toujours dans un seul but, générer de l'engagement, générer des super images et donner envie aux gens de nous suivre et du coup à nos partenaires. Alors je crois qu'on a une question, on va en profiter.
Je suis un peu béotien sur le sujet du sport et du jeu. Donc là, pour moi, c'est un peu abstrait parce que je n'ai pas l'habitude de jouer en ligne. L'idée, c'est le sport, pour moi, la définition, c'est un peu de se bouger le corps, quoi. Or là, on est sur du e-sport, donc du sport en ligne. Bon, la mêlée numérique, c'est un peu ça aussi, hein. Rugby, mais bon, numérique. Pardon. Donc là, l'idée, c'est pour moi, est-ce que vous auriez un peu de concret, un peu des images, quelque chose qui va me permettre de me projeter, parce que j'entends tout ce que vous dites sur les équipes, sur les teams, sur les sponsors, sur tout ça, et je vois pas. Je vois pas très bien comment ça se danse et comment, voilà. J'aimerais bien un peu de visu pour pouvoir continuer à suivre pleinement le truc, quoi. Et puis j'ai une deuxième question sur votre modèle économique aussi. Alors, je vais tâcher de répondre à la première déjà. J'ai pas forcément de choses à projeter pour le coup, donc je vais essayer, au travers de mots, de te décrire un petit peu la sensation. Mais je vais commencer par te raconter une petite anecdote. Moi, on a créé avec mon frère Terence, ici présent, notre société à Perpignan en 2018. On a commencé par une association qui avait le jour en 2008. Et en 2018, on a franchi le cap de créer une boîte qui travaillait dans le secteur de l'e-sport, qui organisait des événements. Et à Perpignan, quand on a développé ce projet, pour être très honnête, quasiment personne n'a compris ce qu'on voulait faire. Voilà. Alors, déjà, l'e-sport, pour démystifier la base, ce n'est absolument pas du sport, c'est vraiment de la compétition de jeux vidéo. Pour donner quelques exemples très simples, dans les jeux très connus, voilà, Call of Duty ou FIFA ou Trackmania ou autres, etc. On a plein de jeux qui sont vraiment dédiés, qui sont des jeux à proprement parler. Alors limite FIFA, c'est pas le bon exemple parce qu'on pourrait l'apparenter au monde du foot. Mais Call of Duty, voilà, on est sur un jeu de tir à la première personne, une espèce de simulation militaire. Et là-dessus, on organise des compétitions et il y a des matchs, des équipes, des clubs qui grandissent dessus. Autres. Et il y en a vraiment beaucoup. Il y a énormément de jeux qui existent. Et du coup, il y a énormément de scènes, de compétitions, de clubs dans différents secteurs. Et pour ma petite anecdote, quand on a lancé notre projet à Perpignan, personne ne comprenait ce qu'on fait. Pour convaincre nos banquiers et notre comptable de la crédibilité de notre projet, eh ben, on a bossé ensemble. On les a emmenés au Zénith de Toulouse lorsque nos amis de ZQSD ont organisé une compétition de Trackmania. Et en fait, le moment était assez lunaire. On s'est retrouvés dans le Zénith de Toulouse, il y avait, je sais plus, 10 000 personnes, 12 000 personnes peut-être. Au Zénith de Toulouse, on était un peu moins, on était à peu près 5 600 personnes. Ouais, les chiffres ont un peu grandi parce que c'est l'anecdote qui va avec. Mais 5 000 personnes, c'est quand même sympa. On était un jour de Coupe du Monde. On était un jour de Coupe du Monde de football, il y a la France qui jouait contre l'Argentine. C'était un espèce de délire, parce qu'en fait, il y avait 5000 personnes derrière moi qui étaient en train de hurler. Elles regardaient leur téléphone portable sur le match. Donc du coup, on a dû décaler le programme, décaler le lancement de notre show e-sport. Et ce qui est fou, c'est que du coup, tout le monde regardait le match. La France a gagné. Je pense que ça a plutôt aidé à mettre une bonne ambiance. C'était plutôt sympa. Et j'ai emmené donc mon banquier, mon comptable, dans la fosse, devant la scène. Et au moment où le show e-sport a commencé, où le rideau est tombé, où Zerator a pris son micro et a fait ce qu'il sait faire de mieux, un show incroyable sur lequel il a animé une compétition et fait vibrer ça à tout le monde, j'ai regardé le bras de mon banquier, de mon comptable, les poils se sont dressés sur leurs bras, et là ils ont compris. Donc je t'invite, si c'est quelque chose qui t'intéresse, à ne pas hésiter à te rapprocher d'un événement à l'occasion et à aller voir. On pourra le décrire, on pourra montrer les photos qu'on veut, les vidéos qu'on veut, et on en a montré beaucoup. À partir du moment où on l'a vécu, on se rend vraiment compte de l'importance et de l'impact que ça a. C'est un phénomène qui est complètement fou. Les foules se déplacent énormément. On parle de chiffres qui sont juste lunaires. C'est, je crois, 2,5 milliards de personnes qui jouent au moins une fois par semaine à un jeu vidéo dans le monde. C'est une industrie qui est plus lourde que celle du cinéma. C'est une moyenne d'âge du joueur de 39 ans. C'est fou, mais en ce moment, c'est ma mère qui joue plus que moi à des jeux vidéo. J'ai plus trop le temps à entreprendre. C'est complexe. On peut toucher un public qui est extrêmement hétéroclite. Il y a des jeux qui sont extrêmement fédérateurs. On prend un Just Dance. On a bossé sur la Coupe d'Europe de Just Dance. On a géré la partie compétitive. Enfin, c'est un outil qui réunit mère et fille. Je dirais qu'on a fait pas mal de tournois sur FIFA. C'est un outil qui réunit père et fils. Smash Bros, ça réunit toute la famille. Mario Kart, pareil. Enfin, voilà, c'est des jeux qui peuvent permettre de faire énormément de choses. La SNCF le disait très bien. Des jeux d'équipe, parce que les valeurs d'équipe sont importantes pour elle. Donc c'est vraiment un phénomène qui est extrêmement compliqué à décrire. Et malgré toutes les vidéos et images qu'on pourrait montrer, je t'invite vraiment à l'occasion à aller le voir et le comprendre. Et tu te rendras compte de la puissance que ça a. Mais ça reste de la compétition de jeux vidéo.
Et vraiment, ça peut se dérouler sur n'importe quel jeu vidéo. Des tournois de Clash of Clans existent sur téléphone portable. Il y a plein de jeux différents. Voilà. Concernant le modèle économique... Je peux peut-être rebondir aussi rapidement là-dessus en disant que il faut s'imaginer quelqu'un qui joue sur son canapé ou derrière son ordinateur. Beaucoup de gens le font aujourd'hui. Voilà, il y a plus de la moitié des populations françaises qui jouent aux jeux vidéo occasionnellement ou régulièrement. Les compétiteurs en e-sport vont pousser ça vraiment à l'extrême. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens, par exemple les joueurs professionnels de mon équipe, aujourd'hui sont salariés dans l'optique de jouer mieux à ce jeu-là pour faire des performances lors des compétitions officielles. Donc ils ont un planning d'entraînement par jour, ils ont 2 coachs à leur disposition et le jeu pour eux n'est plus vraiment un jeu en quelque sorte. Moi je peux jouer au même jeu qu'eux, je vais faire mes parties, je vais m'amuser, je vais jouer avec mes amis. Pour eux c'est différent, il y a une logique d'optimisation, il y a une logique voilà, peut-être qu'un joueur de foot va essayer de faire des meilleurs jongles ou des meilleures passes ou des meilleurs centres. Un joueur d'e-sport, il va essayer d'être plus réactif, de connaître parfaitement les cartes, de travailler en synergie avec ses coéquipiers. Et je rejoins exactement ce que disait Nicolas sur le fait que tant qu'on ne l'a pas vu ou vécu, c'est assez difficile. Il y a aujourd'hui des vidéos où on voit des dizaines de milliers de personnes dans une salle, etc. C'est quelque chose à voir. C'est-à-dire que quand on est dans la salle, et j'avais l'exemple sur un autre événement qu'on a organisé, on était au Zénith de Lille il y a quelques semaines, le Zénith était plein, on était 4000 et j'ai sur cet événement Continental en partenaire principal, et j'ai eu la chance d'avoir le directeur français qui est venu, et qui est venu par curiosité et qui est resté jusqu'à la fin. Et à la fin il m'a dit je ne m'attendais pas à ça, et en fait il s'est pris au jeu, littéralement, il a regardé les compétitions. Alors c'est des joueurs sur une scène derrière un ordinateur, oui, mais nous après on a tout un travail de production, de show, etc., qui fait qu'on est au plus proche d'eux, qu'on peut jongler entre ce qui se passe sur scène et ce qui se passe dans le jeu. On a toute cette liberté créative, au même titre que le sport traditionnel, qui nous permet de faire vivre une expérience à la fois sur place, show, lumière, light, son, etc., mais aussi pour les gens en ligne qui nous regardent. Et c'est une sacrée claque. Moi encore aujourd'hui, il y a certains événements où je prends une claque encore en me disant mais on est tous là à regarder des joueurs de jeux vidéo sur une scène. Et voilà, il faut se dire que c'est très normal de voir des personnes jouer depuis chez elles, etc. Mais il y en a certains qui en ont fait un métier. Et les parallèles qu'on peut avoir pour cette fameuse dualité entre sport et e-sport, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont regarder des échecs de très haut niveau, par exemple. On est un petit peu sur cette thématique-là, c'est qu'on est sur de la performance ultra optimisée, un niveau d'expertise énorme, et ça en devient passionnant finalement. Ça en devient passionnant. Voilà un petit peu pour ce sujet-là. Pour la question du modèle économique, je ne sais pas quelle était la question exactement derrière. Alors, comment les clubs sont sponsorisés et d'où vient l'argent qui va accompagner le projet. L'e-sport, c'est assez complexe là-dessus. Il existe beaucoup de modèles économiques. Et à la fois, il y en a beaucoup qui ne sont pas forcément viables. L'e-sport, pour l'instant, on est plus sur, je pense que tu ne me contrediras pas, on est plus sur de l'investissement et sur de la mise long terme que sur des projets qui ont des hauts rendements à court terme. Il faut en être très conscient. Je vais te laisser en parler pour les clubs et limite peut-être que je compléterai après pour d'autres événements ou autres, mais voilà. En gros, effectivement, comme je l'expliquais, on n'a pas de stade à remplir, on n'a pas une source de revenus régulière comme de la billetterie ou des choses comme ça. On n'a pas de droits médias, de retombées médias ou des choses comme ça suite à l'audience de nos clubs, donc on doit tout construire nous-mêmes. Les stratégies sont différentes. Certains font le choix de n'avoir qu'une équipe e-sport et de mettre toute leur force à l'intérieur. Et finalement, les 2 sources de revenus principales vont être le sponsoring, dans la très grande majorité, et le merchandising aussi, puisqu'on peut vendre des maillots, on peut vendre des pièces un peu uniques, des écharpes, des bonnets. Enfin voilà, comme je disais tout à l'heure en introduction, on n'a rien inventé, hein, clairement. Et on en revient toujours à ce sujet principal qui est celui de l'engagement. L'engagement des fans va permettre de vendre peut-être plus de maillots, plus de merchandising, d'avoir une audience plus qualifiée, d'avoir des sponsors du coup plus intéressés. Donc tout l'enjeu est là.
et il faut se battre un peu avec nos moyens. Après, certains ont d'autres modes de fonctionnement. C'est le cas par exemple de ma société aujourd'hui, où le club e-sport est une activité parmi d'autres, où nous, on est aujourd'hui des producteurs d'événements, des producteurs de contenu live, on fait des très gros événements, des très grosses productions sur Twitch, etc. Ce qui fait qu'on a une balance, entre guillemets. Si mon club e-sport, une année, est un peu moins performant économiquement, j'ai d'autres activités pour me permettre justement d'investir, etc. Et c'est aussi toute une question de dimensionnement où nous, par exemple, chez Mandatory, on ne brûle pas les étapes, on n'a pas 8 équipes en même temps, on n'essaye pas d'avoir des joueurs qui vont en compétition aux États-Unis ou en Asie, histoire de faire des tournois internationaux, des choses comme ça, parce que tout ça coûte très cher. Et que du coup, notre but est quand même de développer un club viable économiquement. Le but, c'est qu'il soit autosuffisant. Et du coup, on construit une stratégie en conséquence pour que les revenus sponsoring, merchandising, etc., se suffisent quasiment à eux-mêmes pour que justement la société et le reste des activités aient un impact de plus en plus minime jusqu'à ce qu'il soit nul. Mais on n'aurait jamais pu lancer notre club e-sport avec ce niveau d'ambition si on n'avait pas eu l'activité de la société en amont. C'est aussi pour ça que notre société elle a été créée en 2016 et que le club e-sport est né en 2022. Est-ce qu'on avait envie de faire un club en 2016 ? Oui, très probablement. Mais on a attendu le bon moment parce qu'il fallait d'abord construire un écosystème et avoir quelque chose qui nous permettait d'y aller. Parce qu'on en a vu passer des clubs qui arrivent, beaucoup d'ambition. Ils ont peut-être un investissement, un investisseur, un gros sponsor. Mais il suffit que du jour au lendemain, celui-ci s'en aille et c'est terminé. Et nous, ce n'est pas notre objectif. Le but, c'est que le club puisse vivre longtemps. Et donc, du coup, tout le modèle économique est un point clé où on pourrait faire des choix beaucoup plus risqués. On pourrait prendre des superstars, payer des salaires énormes, etc. Mais on préfère justement créer quelque chose de sain. Et c'est quelque chose qu'on a porté auprès de notre communauté, auprès de nos joueurs aussi. Ça, c'est important. C'est qu'on a eu ce discours auprès d'eux en leur disant, bah voilà, on va construire quelque chose de pérenne. Et du coup, il faut que vous nous suiviez dès le début. Faites-nous confiance sur le fait qu'on va vous accompagner, qu'on va faire grandir les salaires, etc. au fur et à mesure de l'évolution du club. Mais on n'a pas brûlé les étapes. Et c'est ça surtout la force de notre modèle économique aujourd'hui qui fait qu'on n'est pas sans cesse en train de se dire ah non, là, on peut pas faire tel ou tel contenu puisqu'on est à sec, entre guillemets. Et c'est malheureusement le cas de pas mal d'équipes ou alors c'est des équipes qui prennent des risques sur des années et des années et qui investissent ultra massivement pendant quelques années en l'espérance de devenir un club de renommée européenne ou internationale. Ça marche pour certains, très peu, et pour le reste, généralement, c'est plutôt une catastrophe. Tu as super bien répondu, et je me permettrai juste de compléter en disant que la levée de fonds qui caractérise énormément les startups, que vous connaissez plutôt bien ici à la Mêlée, ça a été un outil qui a été utilisé il y a quelques années par les clubs e-sport, et c'est vrai que je pense que c'est un outil qui a fait plus de casse qu'à portée de club. Parce que justement, quand on lève des fonds, il faut les rendre. C'est-à-dire qu'il faut ramener ces budgets quelques années après et de façon décuplée. Des investisseurs cherchent à faire des placements qui vont leur rapporter de l'argent sur 5 à 7 ans. Et l'e-sport et les jeux vidéo, alors le jeu vidéo c'est encore différent, mais l'e-sport a du mal de décoller et d'aller chercher des hauts rendements 5 à 7 ans après. Il y a une vraie démarche de continuité pour pérenniser un club sur lequel il faut avoir des visions très long-termistes. Effectivement, quand les droits télé et quand tout un tas d'autres outils qui sont caractéristiques au sport arriveront, le secteur pourra être extrêmement florissant. Mais tant qu'on n'a pas atteint ces points-là, Hugo l'explique extrêmement bien, le travail de construction est très important, très long, très laborieux. Et il faut vraiment plus considérer ça comme étant un outil de communication extrêmement puissant, un outil fédérateur d'une communauté, un outil capable de créer de l'engagement avec un niveau assez extrême. Mais tout ça, ça a un coût. C'est extrêmement rare qu'on se dise que finalement, la communication va nous ramener de l'argent. Non, elle nous ramène de la notoriété qui va développer nos services et faire vendre nos produits, ça c'est évident. Mais derrière, on est sur de l'investissement sur de la communication en vue de faire grandir nos autres services à côté. Et un club e-sport est souvent un outil de communication qui permet de faire grandir ça. Voilà aussi l'importance que peuvent trouver certaines marques à l'idée d'aller approcher un public... avant on disait plus jeune, on a de plus en plus de mal à dire ça,
mais un public qui voilà, est moins présent sur des médias traditionnels que vont être la télé, les journaux, la radio, qui vont utiliser leur code à eux et sur lesquels, ben oui, en fait, le jeu vidéo permet de les atteindre, quoi. On le voit maintenant, la plupart des éditeurs permettent de positionner du branding au sein même du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a pu rajouter un overlay sur l'écran qu'on projette pour faire du spectacle, mais non, on est vraiment à l'intérieur du jeu, sur un branding qui est adapté au jeu, qui se fond avec le décor du jeu, et ça change aussi beaucoup de choses. Mais il y a vraiment une démarche long-termiste pour construire un projet avec un modèle viable économiquement parlant. Il y a plein d'autres questions qui arrivent, alors on va profiter des questions avant de continuer ça, parce qu'on peut vous raconter des tas d'anecdotes, mais les questions, c'est toujours intéressant. Moi, ouais, bon. Du coup, j'ai une question. En termes de sponsors, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité actuellement qui n'étaient pas encore trop présents dans l'e-sport, qui arrivent à avoir plus d'intérêt, à faire des partenariats? Et deuxièmement, moi j'ai travaillé dans l'e-sport en France et avant dans les pays anglo-saxons, et j'ai vu qu'une des grosses différences, c'était, ça se retrouve aussi dans la musique, dans le cinéma, etc., d'avoir des agents qui s'occupent des équipes pour avoir vraiment des personnes dédiées, des coachs, etc., qui s'occupent des joueurs et pour leur libérer du temps pour jouer. Est-ce que c'est une évolution que vous pensez possible en France, ou est-ce que la structure du marché, la structure des équipes est totalement différente et c'est juste différent? Pour la première question par rapport au secteur d'activité des différents partenaires, c'est assez drôle en fait de voir la façon dont ça se déroule. Quand un marché ou quand un secteur n'est pas représenté en tant que sponsoring dans notre milieu, des gens comme moi qui sont à la direction des partenariats font tout pour les faire venir. Puisque l'idée, c'est aussi de se dire, regardez, si vous êtes les premiers, si vous arrivez avec un dispositif, vous allez prendre une longueur d'avance sur vos différents concurrents qui, eux, n'auront pas encore passé le cap. Et les très bons exemples qu'on peut montrer comme ça sont par exemple la Société Générale et le CIC qui arrivent quasiment au même moment sur la banque. Il y a déjà un bon paquet d'années, je dirais 5-6 ans. Ils ont été les premiers pendant quelques années, chacun sur 2 thématiques différentes. Aujourd'hui, sur les 10 plus grandes banques, il doit en rester 1 ou 2 qui n'ont pas d'action dans l'e-sport. Parce qu'ils ont été obligés de suivre le pas. Et ils ont vu les résultats des autres, donc ils se sont dit, bah, moi aussi, il faut que j'y aille. On avait le secteur des ESN qui était très peu représenté, où nous, on a eu la chance de travailler avec Soprasteria, on leur a mis un pas dans le milieu. Il y en a d'autres qui ont fait le choix, comme la SNCF, de la Ligue Corpo, par exemple. Et maintenant, il y en a de plus en plus qui prennent le pas et les discussions s'accélèrent. Quand Continental vient sur nos événements, c'est parce que Michelin a déjà commencé et que Michelin, pendant 2 ans, ont eu une hégémonie totale parce qu'ils étaient les seuls, en fait. Et du coup, toutes ces choses-là apparaissent. Aujourd'hui, quand on fait un peu un mapping de toutes les catégories, on a quasiment 1 ou 2 marques à minima sur chacun des grands secteurs. Alors il reste encore des secteurs un peu difficiles à communiquer dans notre milieu, comme les cabinets comptables, les cabinets d'avocats, les grandes structures financières ou les promoteurs immobiliers qui sont parfois des sponsors très présents dans le sport. On a encore du mal à les faire venir dans notre milieu, non pas parce qu'on ne pourrait pas, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas trop d'affinité aussi avec notre marque. Et donc voilà, il y a encore pas mal de choses finalement qu'on peut faire, mais l'idée c'est surtout d'en avoir un qui donne le pas. Encore un autre exemple, c'est celui d'Aldi. C'est pas forcément la chaîne de supermarché auquel on pense en priorité. Vous pouvez demander à n'importe quel jeune de 18 ans quelle est sa chaîne de supermarché auquel il pense instantanément, et ce sera probablement Aldi, puisqu'ils ont pris un sponsoring massif sur les plus grandes équipes françaises et sur la plus grande ligue française, ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont partout, ils ont créé énormément de contenu et qu'ils ont rajeuni vraiment leur marque et qu'aujourd'hui ils font partie de l'équation. Donc voilà pour la première question. Pour la deuxième, au niveau de la structuration des clubs, tout va dépendre de comment les clubs se forment, mais vous avez aujourd'hui des clubs où il y a 15 salariés. Et donc, dedans, il y a des coachs, il y a des nutritionnistes, il y a des coachs sportifs, il y a des managers qui gèrent tous les déplacements, les bookings de compétition, les bookings de matchs, etc.
Et il y a effectivement des structures qui existent déjà. Il y a quelques agences, notamment une très connue qui s'appelle Prodigy Agency, qui a pour vocation de représenter les joueurs les meilleurs au monde. Et leur seul intérêt, c'est de gérer les intérêts de leurs joueurs, justement. Donc ils vont négocier les contrats, ils vont gérer les transferts d'un top joueur européen à une équipe internationale, etc. Donc ça existe déjà. C'est peut-être un petit peu moins médiatisé que dans le milieu du sport, où les plus grands agents de sport, de football, etc. ont une certaine notoriété. Aujourd'hui, ça se fait plutôt dans l'ombre, mais pour les plus grands clubs, quand on est top 1, top 2 club de sa catégorie ou de sa ligue, on est généralement déjà structuré comme celle-ci. Par exemple, un club comme Mandatory, c'est 5 joueurs, mais c'est aussi 2 coachs, c'est un manager, et les joueurs ont vraiment une structure qui leur fait ne penser qu'à la compétition. Et ça, c'est important. Ouais. Bonjour, c'est une question rapide sur le salaire moyen des sportifs professionnels, ou des fourchettes. Avoir une idée, je suis arrivé en cours de route, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais d'avoir une idée un petit peu. Voilà. Honnêtement, il y a de tout. Il y a de tout aujourd'hui. Ça va déjà dépendre du niveau de professionnalisation des structures. Aujourd'hui, Mandatory, et il y a, je sais pas, peut-être 6, 7, 8 clubs en France qui ont une structure professionnelle et qui, du coup, vont avoir des joueurs qui sont salariés, sous contrat, etc. La très très grande majorité, on est quand même sur de l'associatif, du semi-professionnel, donc les joueurs sont bénévoles et sont juste là pour jouer dans un cadre et espérer, c'est un peu le rêve de tous, se faire repérer dans une compétition peut-être de plus bas niveau pour essayer d'aller au top niveau. La question du salaire va dépendre de 2 choses. La première, c'est l'économie du club. Il y a certains joueurs qui peuvent parfois faire une économie, on va dire, sur leur ambition salariale, parce que la notoriété du club va leur permettre de grandir et peut-être d'accéder à d'autres strates. L'autre, c'est le jeu. Il y a des jeux sur lesquels les salaires sont démentiels parce que les jeux sont hyper puissants, très regardés. La compétition entre les équipes pour avoir les meilleurs joueurs est très forte. Il y a d'autres jeux qui sont des jeux plutôt tiers 2 ou tiers 3, comme on les appelle, où des joueurs peuvent être payés quelques centaines d'euros ou peut-être un SMIC par mois, histoire de porter les couleurs, d'être un ambassadeur, des partenaires aussi. Mais pour donner un peu une vision, il y a certains jeux sur lesquels les salaires sont entre 3 et 5 000 euros par mois. D'autres où, sur League of Legends, par exemple, en France, où c'est pas rare de voir des joueurs dépasser la barre des 5 000, voire même parfois 10 000 euros par mois pour les plus forts, on va dire, et les plus connus d'entre eux. On revient sur la thématique de l'engagement. Plus un joueur a une image de marque forte, plus il est engageant, plus c'est une ressource importante pour un club, plus il pourra négocier son salaire à la hausse. Et après, si on part sur des jeux comme Counter-Strike ou League of Legends au niveau international, certains joueurs ont des contrats qui dépassent le $1 million par an. Parce que l'idée, c'est que il faut être au top niveau, il faut gagner les compétitions, il faut remporter les X millions de cash prize qui sont disponibles. Et quand on est vraiment sur une audience internationale, aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont salariés plus que des sportifs professionnels. C'est assez classique. Je rebondis rapidement sur ça. L'e-sport, ne pas oublier un détail important en fait. Demain, le foot appartient à tout le monde. Demain, on veut tous ensemble organiser notre coupe de foot, on peut le faire. L'e-sport, c'est encore un petit peu différent. En fait, le jeu vidéo appartient à un éditeur et l'éditeur drive énormément de choses sur son projet. Il y a 15-20 ans, c'est vrai que n'importe qui pouvait organiser une compétition de ce qu'il voulait en jeu vidéo. Là, c'est un petit peu différent maintenant. C'est quand même vachement regardé, c'est vachement suivi. Les éditeurs ont bien compris qu'ils détenaient les pouvoirs de leur jeu et qu'ils pouvaient faire beaucoup de choses. Donc, c'est pas évident de suivre ça et il faut avoir énormément de souplesse et d'agilité. Les salaires peuvent aussi énormément varier, comme le disait Hugo, suite à la notoriété des jeux. Et la notoriété des jeux peut évoluer très rapidement par rapport aux choix stratégiques que peut avoir un éditeur. On prendra l'exemple simple, le jeu vidéo, l'e-sport, s'est vraiment invité dans l'ensemble des foyers français en 2019 avec nos amis d'Epic Games quand Fortnite a annoncé les plus grosses compétitions avec les plus gros cash prizes jamais vus. Clairement, quand on parlait de 100 millions, on commençait à friser l'indécence. C'était d'ailleurs marrant de voir qu'ils ont autorisé leur compétition à des joueurs de 16 ans et que jusqu'à présent, YouTube n'avait pas de problème à monétiser des vidéos avec des jeunes de 16 ans et qu'à la suite de cette annonce, YouTube a fait machine arrière et a dit « Stop, temps mort, il y a trop de coups à prendre, on va arrêter le délire ». Donc du coup, il faut vraiment s'en méfier parce qu'à cette époque-là, typiquement Fortnite était dans le très haut de la vague et il y a eu des salaires indécents qui sont partis sur des joueurs
certains étaient même mineurs. Et puis ça s'est essoufflé quasi aussi vite parce que l'éditeur a mis des moyens colossaux en 2019 et puis 2020 il y en avait encore un peu et puis maintenant à l'heure actuelle on n'entend plus vraiment parler. Donc c'est très très important de se méfier de ça et à côté également, le deuxième point, c'est que les clubs sportifs et les sports existent énormément au travers d'un tissu amateur extrêmement puissant. L'e-sport s'est développé au travers d'associations il y a bien longtemps. Ces associations ont eu du mal de perdurer et si on parlait d'un Covid qui a fait mal, typiquement c'est dans le tissu associatif qu'il a fait le plus mal, je pense. Le jeu vidéo à l'heure actuelle n'a pas vraiment de club, de tissu amateur correctement établi. Et alors il y a beaucoup de clubs qui existent et qui essayent de grandir et autres, mais ils ont peu de moyens, ils sont peu accompagnés. Souvent c'est pas évident au travers des actions qu'ils veulent mener, d'avoir l'appui des collectivités, de trouver des petits sponsors et autres. Et c'est quelque chose qui est aussi particulièrement important. Développer énormément de petits clubs amateurs au format très très local, touchant des jeunes dans un village et leur permettant de s'amuser, permet aussi de créer des endroits sur lesquels on peut identifier des talents, les faire grandir, permet de créer la base de la pyramide qui permet de tirer l'élite vers le haut. Alors sur ce point de vue-là, l'e-sport a une élite en haut assez costaud, le haut de la pyramide, on a beaucoup de compétitions de très haut niveau, mais c'est vrai que ça manque de structures particulièrement organisées et suivies sur un niveau amateur. Donc là encore, sans même parler de salaire, en termes d'accompagnement, de partenariat, de sponsoring, il peut y en avoir pour vraiment tous les budgets. Parce que là encore, pour une anecdote, nous on a organisé une LAN party à Célestat en 2009 et on avait comme sponsor un coiffeur qui nous avait filé des shampoings et des coupes de cheveux. Et en vrai, ça n'avait plus à nos jeunes, quoi. Donc il n'y a pas besoin parfois d'aller chercher des choses assez gigantesques. Bon, c'était une LAN de 80 joueurs, c'était un truc plutôt sympa, on s'était marré. C'est aussi des choses qui existent et qui peuvent permettre de faire découler d'autres grandes choses derrière. Le début peut être extrêmement petit et permet d'aller très très haut. Enfin, vous aussi, vous avez commencé avec des projets qui étaient tout petits et à l'heure actuelle, vous avez une très belle équipe, quoi. Oui, je voulais revenir sur la question des droits de télé, sachant que la filière s'est construite sur Twitch, qui a bâti son modèle un peu en opposition avec la télé mainstream. Alors dans vos réponses, je crois comprendre que vous aimeriez aller vers un peu des droits télé pour développer économiquement la filière. Mais en gros, en fait, c'est quoi l'enjeu? Est-ce que vous avez envie d'aller vers la télé pour justement récupérer des droits? Quid de Twitch, de la diffusion libre et gratuite par rapport à la filière? C'est quoi un petit peu la philosophie de l'industrie aujourd'hui en 2023 par rapport à cette dualité, on va dire? Si je mets aujourd'hui ma casquette purement financière, j'aurais tendance à dire qu'effectivement, toute source de revenus supplémentaires potentiels pour un club est intéressante. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est assez facile pour un club sportif qui veut aller au top niveau de se dire qu'il y aura différentes sources de revenus un peu passives qui vont arriver et qui vont lui permettre de créer sa structure. Ça se fait quand même un petit peu en e-sport, mais comme l'a dit Nicolas, pas forcément de l'initiative de la télé, mais plutôt de l'éditeur ou de l'organisateur de la ligue qui va faire le choix sur son revenu sponsoring à lui, sachant qu'il y a aussi des revenus qu'on ne voit pas forcément. On parle beaucoup de sponsoring, mais sur Twitch, on peut, à l'instar de YouTube, on peut générer des revenus via de la publicité qu'on diffuse. Il y a aussi les revenus qu'on touche quand des publicités sont diffusées en introduction de nos lives, etc. Bon, c'est très marginal, mais en tout cas, voilà, il y a une typologie de revenus qui parfois peut être partagée, parfois non. Ça dépend des organisateurs. Par exemple, nous, avec Mandatory, on participe à la ligue officielle de Valorant et on a envie que, d'une certaine façon, la ligue, quand elle sera elle aussi rentable, parce qu'on a tous les mêmes problématiques, puisse peut-être nous reverser une partie, puisque aujourd'hui, on est 10 équipes dans la ligue et Mandatory est largement, peut-être pas en tête, mais en tout cas, une des 2 équipes qui fait le plus d'audience dans la ligue. Donc, on aimerait aussi en tirer en quelque sorte un peu un bénéfice. Donc, pour répondre à la question, non, on n'attend pas de la télévision de venir acheter les droits des compétitions et de nous reverser quelque chose. Nous, on préfère que l'écosystème se structure seul et qu'il arrive à s'assainir lui-même de son côté, pour qu'il y ait peut-être une meilleure balance entre les partages de revenus à la fin. Mais aujourd'hui, il y a certaines ligues qui sont rentables et qui font du rev share. Il y a certaines ligues qui sont rentables et qui n'en font pas. Il y a des clubs qui sont rentables et les ligues non. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de choses qui restent à construire là-dessus. Et c'est encore une fois pourquoi je reviens toujours à ce sujet de l'engagement, où pour moi, le seul objectif,
il est de continuer à faire grandir l'image du club pour qu'on soit le plus autosuffisant possible. Et comme ça, au moins, on est tranquille, en quelque sorte. Il y a aussi une part importante de compréhension du sujet concernant la télévision. Ce qui freine un peu la télé, il faut être conscient d'une chose, c'est que pareil, l'e-sport, alors je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont déjà regardé des matchs ici et sur ceux qui nous suivent en ligne. L'e-sport est très difficile à comprendre quand on n'est pas habitué au jeu, quand on n'a pas la compréhension, les codes du jeu. À la différence de beaucoup de programmes qui sont diffusés à la télévision, on allume sa télé, on regarde, assez rapidement finalement on va comprendre ce qui se passe parce qu'on a tout un tas d'habitudes et les programmes qui sont diffusés sont très souvent tournés tout public. Du coup, voilà, demain on regarde un match de foot, hormis la subtilité, je dirais, du corner et du coup franc, le reste du temps on va quand même comprendre qu'il y a 22 personnes qui courent autour d'un ballon et que le but c'est de l'emmener dans la cage adverse. Voilà, c'est assez simple. Quand on regarde un match de Call of Duty, un match de Counter-Strike, un match d'Overwatch, un match de Valorant, c'est ok, d'accord, deux équipes s'affrontent, ok, se tirent dessus. Bon, ils ont tous des skins, on a du mal de savoir lesquels sont qui. Ils se tirent dessus au travers de grenades fumigènes. Bon, on ne sait pas s'ils se sont touchés ou pas. En fait, là, d'un coup, tout le monde se met à hurler parce qu'il y en a un qui vient de tous les neutraliser en espace de 3 secondes. On n'a rien vu et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est l'action du siècle. C'est celle qu'on va revoir dans les top vidéos YouTube et autres, parce que celle-là, elle était magnifique, et ça, c'est super compliqué. Donc la télévision se heurte à ça, et là aussi, les éditeurs, comme le disait Hugo, maîtrisent maintenant leur budget et suivent réellement l'évolution de leur jeu, travaillent aussi activement à faire en sorte que les jeux soient de plus en plus compréhensibles. C'est extrêmement important de les rendre lisibles, et de toute façon, la télévision ne bougera pas tant qu'on ne leur proposera pas des jeux qui ont la capacité à faire en sorte que n'importe qui en allumant sa télé le comprenne relativement facilement. Voilà, et à l'heure actuelle, je mets mes parents devant un match de Counter-Strike et ils éteignent très 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 vite la télé. C'est hallucinant, ils ne comprennent rien. Alors j'ai une petite question par rapport à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le rugby. Ça tombe bien, on a la mêlée numérique. Avec la professionnalisation, de plus en plus d'argent aussi dans le monde du e-sport, comment s'organisent en France justement les joueurs, les équipes, pour être représentés en cas de litige aussi? Est-ce qu'il y a un syndicat, est-ce qu'il y a une organisation professionnelle comme Proval, l'équivalent dans le rugby, pour défendre leurs intérêts? Alors aujourd'hui, on a vu quelques initiatives plutôt au niveau international de syndicats qui se sont créés entre les joueurs justement pour pouvoir avoir une parole généralement face à l'éditeur qui, comme on l'a dit, a un droit de regard sur son jeu, peut choisir d'investir massivement pendant 3 ans et de tout arrêter ensuite. Mais quand on a construit une équipe, quand on a construit des joueurs, quand on a déplacé des joueurs, qu'on les a salariés dans une ville et que du jour au lendemain, il n'y a plus d'écosystème, comment on fait? Donc il y a pas mal de choses. L'éditeur aussi peut choisir du jour au lendemain de faire une mise à jour qui modifie complètement le jeu. Bon, c'est génial d'avoir appris pendant 10 ans à jouer au jeu, mais si d'un coup on doit plus tirer en l'air mais tirer en bas, ça change quand même pas mal de choses. Et toutes ces choses-là se font, par exemple sur League of Legends, qui est un des titres les plus suivis au monde. Il existe des associations de joueurs en Asie, aux États-Unis, en Europe, qui justement vont essayer de défendre leurs intérêts par rapport à des changements structurels qui les impacteraient de manière trop élevée. En France aujourd'hui, on n'a pas de structure à proprement parler d'association de joueurs, où s'il y en a, elles sont très en marge, elles sont pas aussi visibles qu'on pourrait l'imaginer. France eSports, qui est une association, fait un petit peu de travail là-dessus, où il y a une représentation des joueurs eSports, mais c'est pareil, on en est quand même à des balbutiements. Il y a d'autres enjeux aujourd'hui pour cette association qui va plutôt essayer de développer la présence politique de l'e-sport et comment ça peut s'implanter dans un écosystème. Donc finalement, la représentation des joueurs aujourd'hui est quand même assez faible. Et c'est tout l'enjeu d'agences comme Prodigy, dont je parlais, qui va justement jouer un petit peu ce rôle. Et aussi tout l'enjeu des clubs. Finalement, quand je parlais tout à l'heure de mettre un écosystème sain, alors c'est pas le cas de toutes. Il y a eu certaines histoires dans notre milieu qui malheureusement nous font un peu honte. Mais nous, on a un enjeu chez Mandatory de faire en sorte que le joueur soit hyper bien encadré, hyper bien protégé. Et
c'est pas anodin quand on dit à un jeune de 20 ans de déménager de l'autre bout de la France, de venir à Montpellier avec nous, certes d'être payé pour jouer, mais de tout plaquer pour vivre un peu de sa passion et tenter une aventure. Il faut quand même qu'on ait un minimum de responsabilité envers ces gens-là. Et c'est pas juste une ressource qu'on va flipper lors du mercato. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, en tout cas pour nous. Et c'est quand même le cas de la majorité des équipes qui essayent de faire ça du mieux possible. Mais les conflits existent. Parfois, les conflits existent entre les clubs et les joueurs. On en a vu encore récemment. Et il y a une vraie responsabilité, en tout cas aujourd'hui, des clubs de participer à ça et de faire grandir l'écosystème aussi et de jouer un petit peu ce rôle. Est-ce qu'il y a encore une dernière petite question ? Il nous reste 3 minutes, il faut qu'on en profite. Et après... 25 novembre à Toulouse, il y a Toulouse Game Show. Est-ce qu'on verra Mandatory à Toulouse Game Show ? Peut-être. Aujourd'hui, il n'y a pas de Valorant qui est forcément prévu sur l'événement, mais en tout cas, on connaît très très bien l'événement puisqu'on a eu l'occasion d'organiser pas mal d'animations là-bas les dernières années. Et du coup, le Toulouse Game Show a pris un virage un peu plus gaming et même culture geek au sens large, qui fait que l'e-sport est quand même un domaine assez particulier. Et je ne crois pas, en tout cas pour le moment, qu'il y ait de grosses animations e-sport qui soient prévues sur le Toulouse Game Show. Ça n'a pas été annoncé. Ça n'a pas été annoncé. Et je pense pas non plus. Et je pense pas non plus, ouais. Mais en tout cas, si jamais on était invité, avec grand plaisir. En tout cas, effectivement, pour le petit mot, si aujourd'hui je suis présent, c'est aussi parce que nous, ZQSD Productions, on est lyonnais à la base et qu'on vient de déménager très récemment en Occitanie. On est basé à Montpellier maintenant depuis quelques semaines. Et avec ça s'accompagne de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, notamment sur les partenariats, l'engagement, etc. J'ai beaucoup parlé d'audience finalement nationale. Plus j'ai une grande audience, plus j'aurai des sponsors intéressés. Ça, c'est une partie du job. Toute une partie qu'on peut développer maintenant qu'on est présent ici, c'est le local. Et du coup, on a un vrai enjeu aujourd'hui de se rapprocher des clubs de l'Occitanie, sportifs, des institutions locales, de commencer à fédérer finalement les passionnés de jeux vidéo qui sont présents ici et peut-être, on l'espère, de faire de Mandatory un futur champion de l'Occitanie aussi et qui puisse représenter vraiment la région sur les différentes compétitions. Et ça aussi, c'est une valeur d'engagement qui demain va peut-être nous permettre d'avoir des partenaires plus locaux, des gens qui seront un peu désintéressés finalement de notre audience sur Twitch ou des choses comme ça, mais qui voudront plutôt fédérer en local, animer leur communauté, animer les territoires. Et ça, c'est un vrai enjeu pour nous dans le futur. Donc peut-être pas au Toulouse Game Show, mais il y aura largement des opportunités dans les prochains mois et années pour nous voir, avec grand plaisir. Notre chère présidente de région avait annoncé il y a quelques années qu'elle souhaitait que l'Occitanie devienne première région de France sur l'e-sport. Votre arrivée, je pense, peut largement y contribuer et c'est plutôt cool de vous voir vous rapprocher de nous. Je vais conclure cette table ronde. Je vous remercie tous énormément. Je te remercie beaucoup, Hugo, d'avoir fait le déplacement et d'être venu de Montpellier. C'est vraiment sympa. Encore merci à tous. Et puis bienvenue en Occitanie. Tu vois que franchement, tout le monde a réagi, était venu. On a un public qui nous a suivis, qui nous a posé des questions, qui était présent. Merci beaucoup et au plaisir de rediscuter de ces sujets avec vous très bientôt. N'hésitez pas et on est disponible dès maintenant si vous le souhaitez pour rentrer un peu plus dans les détails. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.